Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Atari, l'émission débat de Criticat. Alors aujourd'hui nous avons décidé de ne pas parler d'un film d'actualité, mais plutôt de la série qui fait événement en ce début d'année, depuis la diffusion sur HBO aux États-Unis et sur OCS en France de sa deuxième saison. Je veux bien sûr parler d'Euphoria. Alors pour en discuter, j'ai à mes côtés deux rédacteurs de Criticat, Corentin Lé, bonjour Salut, Corentin, et Marin Gérard, bonjour Marin. Salut Thomas. Bon, avant de commencer la discussion, il faut peut-être rappeler rapidement de quoi retourne la série. Elle a été écrite et créée par Sam Levinson et elle dresse le portrait de ce que tu appelais, Marin, dans ton texte qui concernait les deux épisodes spéciaux qui avaient été réalisés fin 2019, je crois, par Sam Levinson avant cette deuxième saison. Elle parle d'une détresse autocentrée d'une génération à travers le personnage de Rue, qui est incarné par Zendaya, une jeune toxicomane qui est amoureuse de sa meilleure amie, qui s'appelle Jules, et qui est interprétée par Hunter Schafer. Et autour de ces deux personnages se greffe un groupe d'adolescents aux prises avec diverses addictions, que ce soit à l'image ou aux drogues. Alors, à travers cette série, Levinson cherche en fait à donner le portrait, l'envers de l'American Way of Life, dans un geste qui évoque autant le cinéma indépendant américain que, par exemple, d'autres séries générationnelles comme Skins, à laquelle Euphoria a été beaucoup comparée. Et peut-être on pourrait commencer par là. Au fond, qu'est-ce qui distingue Euphoria sur le terrain de la chronique adolescente et de la série générationnelle? Ouais, peut-être pour comprendre un petit peu le projet d'Euphoria, j'ai été marqué quand j'ai découvert la série par les premiers plans en fait, du premier épisode. On parlera plus précisément de la saison 2 peut-être un peu après, et ça me semble important de revenir là-dessus. En fait, le film s'ouvre sur un accouchement, donc c'est celui de Rue. Donc on est dans le ventre de sa mère, on a une sorte de vision fœtus, là on sort comme ça. Et puis les premières images que voit le bébé, c'est les attentats du 11 septembre. Alors, moi je m'attendais pas à ce que ça évoque ça. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on a un raccord, voilà, on a l'image de télévision du 11 septembre 2001, et en fait on apprend que Rue est née dans les jours qui ont suivi, et donc les premières images qu'elle voit du monde, c'est ça. C'est une image de destruction, c'est la fin d'un système, la fin d'un modèle, ou même la fin d'une sorte d'illusion en fait, qui est le modèle américain, disons, du XXe siècle. Et donc la série prend acte un petit peu à la fois du caractère très intérieur, comme tu disais, de détresse autocentrée, donc, parce qu'on commence dans un fœtus, on est vraiment dans le cocon, et toute la série se passe un petit peu dans cette atmosphère-là, quoi. On est dans notre bulle, quelque part. Et en même temps, elle prend acte aussi de la fin d'un monde, et donc quelque part, on est aussi face à une génération qui est un peu spécifique par rapport aux générations précédentes, puisque, c'est une génération qui a normalisé la catastrophe, en fait. C'est ça qui va être intéressant. Et par la suite, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que toute la saison 1, ça m'a marqué aussi, c'est que vraiment le monde extérieur, au-delà du lycée, au-delà des petits groupes d'amis, au-delà des manigances qui peuvent se dérouler dans ces cercles, le monde extérieur n'existe quasiment pas. On ne parle pas de lutte sociale de grande ampleur, elles sont intégrées dans les interactions individuelles, mais on n'a pas de vision d'ensemble, il y a très peu de politique. Quand on va voir les flics, c'est pour pas leur parler en général, donc la société n'existe pas, et même il me semble que le père d'un des personnages principaux, donc Nate, son père, j'ai oublié son prénom, a des activités dans la ville, et c'est quelqu'un d'influent, mais on ne voit jamais vraiment ce qu'il fait, parce que c'est pas ça que la série va montrer, ou en tout cas, c'est pas vraiment ça que la série va montrer, parce que précisément la génération qu'elle veut dépeindre est une génération qui serait peut-être un petit peu désabusée par rapport au fait de pouvoir changer le monde. Et donc l'idée c'est que le seul champ d'action qu'ont les personnages et la seule amplitude d'action, de décision qu'ils ont, c'est de pouvoir se changer eux-mêmes. Donc forcément on commence la série sur ces questions-là avec deux personnages centraux, alors notamment Jules qui va être un peu moins centrale dans la saison 2, mais elle est typiquement dans un rôle où à un moment elle va se chercher elle-même, etc. Et c'est au contact de Rue, et inversement aussi Rue au contact de Jules, vont apprendre à faire la paix avec leurs démons. Elles ont différents traumatismes et différentes difficultés vis-à-vis de leur passé. Mais voilà, ça dresse un portrait d'une génération qui est un peu paradoxale, puisque à la fois elle est très consciente et très lucide des problèmes qu'il y a dans le monde, puisque la première image qu'on voit c'est un attentat d'ampleur. Et d'un autre côté, elle se referme sur elle-même pour essayer de se changer de l'intérieur. Alors ça donne un côté un petit peu en vase clos, quoi. C'est un petit peu en circuit fermé comme série. Oui, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais on peut peut-être préciser pour les spectateurs qui n'auraient pas forcément vu la première saison tout de suite, que la mise en scène de Levinson repose d'ailleurs beaucoup sur des dispositifs qu'on appellerait spéculaires, c'est-à-dire que les personnages se regardent beaucoup dans des miroirs, où ils sont beaucoup cadrés dans des cadres apparents à l'écran, donc surcadrés, ce qui signifie, et ce qui est d'ailleurs l'objet d'une trame narrative tout au long de la série, qu'ils sont en représentation, et qu'ils construisent leur identité à partir de représentations qu'ils donnent d'eux-mêmes. J'ai oublié de préciser ça, mais c'est aussi le portrait d'une génération qui a conscience d'être une image, qui a grandi avec le numérique et qui a complètement normalisé ça. Un des moyens de communication, c'est le texto, quoi, et c'est intégré dans le film de manière complètement
complètement normal, on n'en fait pas des caisses là-dessus, hein. C'est quasiment des sous-titres, en fait, c'est comme si on parlait, on communiquait normalement, voilà, c'est inscrit comme ça. Et c'est aussi des personnages qui ont conscience d'être des images et qui se racontent eux-mêmes, en fait. C'est ça qui va être intéressant. Alors Wu, c'est elle qui guide un petit peu le récit dans la saison 1, un petit peu dans la saison 2 aussi. Donc c'est elle qui porte la voix off. Et donc elle a présenté ses camarades, un petit peu parce que c'est ça, comme des personnages de série, quoi. Il y a quelque chose comme ça où on explique le background, on est en train d'écrire le scénario en même temps qu'on découvre la série. Et c'est vrai qu'on a cette impression-là qu'on a des personnages qui sont très lucides vis-à-vis de leur situation. Et donc c'est un petit peu désarmant, quoi, quand on regarde ça, parce qu'on a des personnages qui assument complètement le fait d'être complètement superficiel. Tout à fait. Comme ça, en fait, je pense qu'on joue même ils jouent avec leur masque, quoi. Ils jouent un rôle et ils en sont conscients. On pourrait dire d'ailleurs, et c'est peut-être le premier point intéressant de la série, c'est qu'effectivement il y a un rapport à l'image qui pourrait être jugé, disons, moralement ou éthiquement comme dégradant, mais qui ne l'est pas parce qu'il n'y a pas de position de surplomb. C'est-à-dire que le rapport à l'image n'est ni négatif ni positif a priori, c'est en fonction de ce que les personnages en font. Ça, c'est une question de génération aussi. Oui, tout à fait. Mais j'en prends pour preuve par exemple deux trajectoires de personnages qui sont quasiment mises en parallèle dès la première saison. C'est donc Cassie, qui est la petite amie de McKay et qui est poursuivie à travers toute la première saison par des vidéos pornographiques qu'elle a tournées avec ses anciens copains qui ont fait d'elle une mauvaise réputation, si on veut. Et puis de l'autre côté, le personnage de Kat, qui est une jeune fille encore vierge au début de la saison, qui perd sa virginité et qui est filmée, et qui se rend compte lorsque la vidéo est mise sur Pornhub qu'elle a des fans, et donc elle peut utiliser la viralité d'images intimes pour pouvoir se renforcer dans sa personnalité et même se renforcer dans son identité. Donc le rapport à l'image d'emblée est complexe et assez fluide. Après pendant un moment, et c'est vrai que c'est comme si elle se réappropriait son corps, et ça c'est toute une trame importante dans la saison 1. Dans la saison 2 c'est moins... c'est un peu éludé tout ça, c'est un personnage qui perd un peu sa place parce que peut-être que sa trame était peut-être un peu simple, ou en tout cas elle est vite... comment dire, c'est la plus schématique de voilà. la saison 1. Elle est vite réglée, voilà. Et donc c'est fait que c'est un personnage qui a un problème très simple, c'est l'image de son corps, et donc à partir du moment où elle accepte l'image de son corps, il n'y a plus vraiment de problème. Il y a d'autres problèmes ensuite qui sont un petit peu rajoutés avec ses relations personnelles, mais c'est vrai que voilà, c'est un personnage qui est emblématique de cette question-là, de la représentation et du fait de... Mais d'ailleurs, cette question de représentation est intéressante parce que tu disais effectivement qu'il y avait une sorte de vide politique d'emblée dans la série qui était posée, mais en même temps on peut pas nier que lors de sa sortie en 2018 et puis encore aujourd'hui, la série est porteuse d'un certain nombre de valeurs qui sont celles de la génération Z et qui justement amènent une forme de rupture, disons, par rapport à la pensée des boomers, on pourrait dire, en le disant en deux mots, quoi. Je crois que Marin, tu avais des choses à dire à ce sujet, justement. Non, mais c'est intéressant parce que pour moi, il y a une sorte de paradoxe dans la série, qui est que elle s'affiche d'abord comme une des premières séries adolescentes vraiment woke, au sens premier du terme, donc avant que ce soit tourné en ridicule et récupéré par la droite française, mais... oui, avec du coup surtout en termes de représentation en fait, c'est-à-dire que la série se veut représentative de cette génération dans toute sa diversité. Elle est inclusive. Elle est inclusive, exactement, avec du coup au cœur de la série une relation amoureuse entre une adolescente métisse et une adolescente trans. Qui est incarnée réellement par une actrice trans. Et c'est là où la série est belle d'ailleurs. C'est-à-dire que ce personnage, donc Jules, dont on a déjà un peu parlé, et qui est peut-être pour moi le plus beau personnage de la série, qui est un peu sacrifié dans la saison 2, enfin qui a un peu moins d'importance. Mis de côté, quoi. Oui. Ce qui est beau, c'est que sa transidentité, au fond, n'est pas ce qui importe le plus dans sa trajectoire narrative. C'est avant tout une adolescente meurtrie, comme les autres personnages de la série. Et c'est là où on voit que la série est attentive à ce type de personnage, qui est que du coup dans le seul épisode où vraiment sa transidentité est au cœur du nœud narratif, c'est l'épisode spécial. Le deuxième épisode spécial que Sam Levinson a tourné, qui a d'ailleurs été coécrit par Hunter Schafer, et ce qui montre, c'est ce que j'allais dire, ce qui montre toute l'attention représentative de la série. Donc de ce côté-là il y a ça, et d'ailleurs tous les personnages à leur manière ont intégré cette pensée d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ce qu'il y avait dans les teen movies ou les séries teen des années 90-2000 où s'il y avait par exemple un personnage homosexuel, il allait être raillé précisément sur cette homosexualité. C'est une source de conflit auparavant, alors que là c'est pas vraiment ça qui va être le cœur du problème. Il y a toujours énormément de conflits, mais ils sont moins sur des clichés ou une idéologie disons réactionnaire. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est le paradoxe vient de ce que
cette génération qui demande plus de représentation et ce que la série leur donne, et ce que la série donne, est aussi la génération des trigger warnings. Donc, qu'est-ce que c'est les trigger warnings? C'est le fait, par exemple, sur les réseaux sociaux, d'écrire en début d'un post trigger warning, nous allons parler de viol ou c'est un avertissement qui sert à protéger les personnes qui seraient susceptibles d'être heurtées par les sujets qui vont être traités. Merci pour cette définition claire, je m'embourbais un peu. Mais voilà, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que la série Euphoria dynamite à peu près tous les trigger warnings possibles et imaginables. Ça commence, parlons septembre, mais ensuite, très rapidement dans le premier épisode, il y a le viol de Jules par Cal, le père de Nate. Et ensuite, voilà, la série n'aura de cesse d'accumuler des visions traumatiques, que ce soit par de la violence graphique, par de la nudité frontale. Beaucoup de violence psychologique aussi. Ou une scène de vomi assez violente. Et aussi avec un certain plaisir, j'ai l'impression, dans la part de Levinson dans son montage, puisqu'il n'hésite pas, notamment dans la saison 2, à réutiliser des images violentes ou traumatiques de la première saison, comme des espèces de rappels, qui sont aussi des piqûres d'adrénaline un peu dans le montage. Et c'est parfois ce qui est un peu obscène. Moi, je pense notamment, la série, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, fonctionne beaucoup sur un montage choral entre les différents personnages. Et parfois, moi je me souviens dans le dernier épisode de la saison 1 que l'avortement de Cassie, donc scène hautement traumatique où on la voit vraiment en larmes, etc., était montré en parallèle d'une fête sur fond de My Body, The Cage, Dark Fire. Enfin, voilà, la série n'a pas l'air toujours très consciente, disons, de la façon de gérer la violence de ces images. Et c'est en fait pour moi dans ce paradoxe du coup d'une série à la fois woke en termes de discours et de représentation et en même temps pas woke, plutôt disons safe en termes de représentation et de discours, et à la fois pas du tout safe dans ce qu'elle montre réellement, que se trouve une part une des raisons de son succès. Disons qu'on pourrait en tout cas dire qu'elle incarne assez clairement ce qu'est le paradoxe au fond propre à tout teen movie. C'est à la fois des séries ou des films qui font preuve d'une extrême empathie envers leurs personnages, et on peut pas nier effectivement qu'il y a une espèce de tendresse quasiment unanime, à quelques exceptions près, peut-être pour le personnage de Nate justement dans la série, qui est vraiment l'antagoniste, un peu, enfin on aura l'occasion d'y revenir. C'est un agent du mal. Voilà, c'est vraiment le diable dans la série, pourrait-on dire. Il est d'ailleurs filmé de cette manière-là, souvent le visage coupé en deux, une partie en l'ombre, une partie à la lumière, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a, disons, une forme d'empathie généralisée pour les personnages, et en même temps, une certaine délectation pour la cruauté. La série aussi travaille dans sa forme même une forme de brutalité à travers la vitesse, la célérité du montage et des mouvements de caméra. Je crois, Corentin, justement, tu voulais parler de ça. Ouais. Et juste avant, je voulais rebondir sur ce que disait Mara. En fait, je pense que la question woke, elle vient aussi d'une forme d'éveil, et donc d'une trajectoire qui dirait qu'à un moment, on n'est pas éveillé et à la fin, on l'est. Et donc ça, c'est récurrent dans pas mal de films indépendants, notamment, qui sont faits par des gens qui sont un peu plus vieux, je dirais, qui représentent des gens un peu plus âgés, en fait, qui ont notre âge, disons. Comme Levinson. Voilà. 40 alors que la génération suivante ce serait quelque chose de plus intégré. Disons, ce serait pas forcément un sujet. Pour moi, la question c'est deux choses un peu différentes. Woke, c'était le terme d'un peu, mais c'est plus le côté safe d'entrée de jeu, alors que la série est tout sauf safe. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas l'objectif du tout de la série. En même temps, la série a été cataloguée comme ça parce qu'elle est un peu par nature, quoi. Voilà, elle est comme ça, elle intègre des personnes, elle normalise complètement, et parce que les personnages eux aussi le normalisent. C'est sa qualité. Voilà, c'est sa qualité, et parce que aussi on représente une génération qui a grandi avec ces questionnements-là de manière beaucoup plus naturelle et peut-être de manière plus intuitive que les générations précédentes, où il y a dû avoir un travail de déconstruction, etc. Donc là, dans cette série-là, on ne raconte pas ça. Mais pour parler du montage, oui, on parlait un peu de cette violence un peu inhérente, et j'ai l'impression que il y a en fait une forme à chaque fois, ça s'appelle Euphoria, donc évidemment que ça fonctionne par pic, par montée, par redescente, beaucoup de drogue, de prise d'alcool, de moments très galvanisants, et de moments très d'abattement profond en fait, vraiment presque de perdition, d'affliction, enfin voilà, plein de sentiments, c'est assez extrême, hein, toujours. Il y a quelque chose d'épuisant à regarder la série. Oui, bien sûr, ça fonctionne comme ça, la série fonctionne un peu en sur-régime, puis après en sous-régime, en fonction des séquences d'épisodes. Mais il y a surtout un côté comme ça où j'ai l'impression, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai interprété, mais c'est vrai que le premier épisode, cet impact de l'avion, qui n'est pas suivi des images de destruction, en fait se répercute un peu partout.
sur les individus. On a l'impression que les erreurs, en tout cas la catastrophe des parents, rebondit sur les enfants, qui vont comme ça faire rejaillir cette souffrance, alors à des moments plus ou moins opportuns, mais souvent voilà, c'est un peu exponentiel, quoi. Et donc j'ai l'impression que surtout dans la saison 2, notamment le premier épisode, scène de soirée, où on a une forme de mise sous tension constante parce qu'il y a une tromperie qui est en train d'être faite, une trahison importante qui est en train de se jouer. Et après quelques épisodes plus loin, alors j'ai pas le numéro d'épisode, mais c'est l'épisode où Wu fait une crise de manque vraiment très, très intense. C'est le 5e. Voilà, c'est le 5e, je crois que c'est au milieu vraiment un peu de la saison 2. J'ai l'impression que tout ce qui était contenu par le fait qu'elle ne prenait pas de drogue explose d'un coup, rejaillit, et donc le montage fonctionne constamment sous une forme ascensionnelle et un peu gravitationnelle, et donc c'est ça, je trouvais ça intéressant, notamment qu'un des meilleurs épisodes de la saison se passe dans un parc d'attractions, parce que l'idée ça va être à chaque fois de circuler, de tourner, de monter, de descendre. Il y a un côté comme ça à chaque fois où la série est une forme d'ascenseur émotionnel et qui travaille une forme qui est pas fine et qui est pas faite pour ça, quoi. Comme si les personnages avaient intériorisé le choc du monde au XXIe siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après le 11 septembre, il y a eu une forme de perdition qui s'est intériorisée, c'est-à-dire qu'on va pas lutter, je sais pas, on va pas prendre les armes et changer le monde. On va intérioriser ça et essayer de gérer ça nous-mêmes, quoi. D'où le cynisme d'à peu près, la plupart des personnages, hormis peut-être le petit ami de Kat et Lexi dans la saison 1, ont une forme de cynisme dans leur dialogue. On n'arrête pas de commenter d'un point de vue un peu extérieur en fait les événements en faisant des blagues par-dessus ça, ce qui montre leur absence de... Beaucoup de détachement et beaucoup d'ironie. Alors il y a un petit intermède, je crois que c'est dans la saison 1 à la fin, il y a un petit intermède sur la question des dick pics, donc ces photos nudité, donc forcément quelqu'un de plus âgé aurait pris ça avec un sérieux de plomb en disant que c'est très grave, etc., que ça peut être très choquant, et là c'est tourné en dérision parce que c'est tellement normalisé en fonction des générations qu'on ne peut qu'en rire, quoi. Enfin, il y a des choses tellement terribles qu'on ne peut qu'en rire, et ça nous amène, je pense, en tout cas aussi à parler un petit peu de la question du grotesque, quoi, dans cette série. Enfin, tu parlais du mot obscène, on est dans des termes de théâtre, quoi, tout ça, et on est aussi dans une question où à un moment la série en fait tellement trop, et la caméra de Sam Levinson, tu le disais dans ton article aussi, en fait trop aussi. Enfin, elle fonctionne aussi comme une espèce d'ascenseur, quoi. Elle arrête pas de monter, de descendre à droite, à gauche tout le temps. On est dans une forme aussi qui à la fois s'épuise, en fait beaucoup, et qui trouve à la fois, je trouve, enfin moi c'est comme ça que j'ai vu la série, c'est à la fois sa qualité, quoi, et sa limite absolue. C'est-à-dire que ça peut être très grisant à regarder, mais à un moment, je me demande si ça peut continuer très longtemps comme ça. On parlera peut-être de la fin de la saison 2 un peu plus tard dans le débat. Mais voilà, c'est cette question de montage, cette mise en scène quand même assez tape à l'œil, quoi, il faut le dire. Elle est à la fois raccord, je trouve, avec l'aspect un peu cosmétique et superficiel de cette génération qui est consciente d'être une image, qui se maquille et qui en joue, et qui l'assume, et qui justement, c'est un moyen paradoxal de s'assumer, de s'accepter en tant que soi, alors qu'on se déguise un peu, c'est un petit peu ça l'idée. On joue un rôle vis-à-vis des autres. Et en même temps, cette mise en scène-là, très, très visuelle, très clipesque, forcément, elle est pas agaçante à la longue. Les épisodes que tu as cités là dans ton intervention, qui étaient donc le Nouvel An, le premier épisode de la saison 2, l'épisode de Roux en manque qui fuit d'abord sa famille, puis la police. Qui sont peut-être les deux épisodes les plus spectaculaires, quoi, de la saison 2. Et la fête foraine de la saison 1, qui sont pour moi 3 des meilleurs épisodes de la série, sont précisément des épisodes où le montage se calme un peu parce que s'intéresse, moi dans la fête foraine, en tout cas, soit s'intéresse à un personnage précis, c'est le cas aussi des épisodes spéciaux, soit s'intéresse à un lieu précis ou à une trajectoire précise. Et c'est vrai que plus les épisodes sont, disons, relâchés dans une structure narrative où on va suivre, comme dans une série traditionnelle, disons, les différentes storylines des personnages pour voir un peu où on est, plus j'ai l'impression que Sam Levinson va se cacher derrière des dynamiques de clips qui tournent un peu à vide, il faut le dire, alors que quand il y a des épisodes se démarquent avec une vraie envie de faire épisode. C'est comme s'il avait besoin d'être canalisé, voilà, par une situation d'urgence très précise et qu'il fallait la mettre en scène à un moment plutôt que de mettre en scène. C'est là où la série convainc en tout cas. Ouais. Après, je crois ceci dit qu'on peut pas nier que dans cette espèce d'inventivité exponentielle, des mouvements de caméra, tout n'est pas acheté et qu'il y a des intuitions formelles qui font que la série tient la route.
Mais forcément, à tout faire, au moment des fois, tu t'abuses juste une fois sur 3. Certes, mais c'est précisément aussi, je dirais, au moment où Levinson assume que ces personnages ne sont pas des personnages, mais simplement des figures qui sont effectivement soumises aux lois de la prise de produits psychotropes, et donc qui littéralement se chargent et se déchargent à longueur d'épisode. La charge, ça serait la prise de drogue, et grosso modo, la décharge, ça serait la relation sexuelle, pour dire les deux mamelles de la série. D'où l'épisode du vomi dans l'espèce de jacuzzi, on a l'impression que tout ressort d'un coup, il y a une tension qui est montée pendant tout l'épisode, et on a l'impression que les personnages sont des éponges qui à tout moment peuvent exploser. Plutôt des ballons qui à un moment vont exploser et vont faire jaillir comme ça quelque chose d'inattendu. À la fois exploser, mais en même temps aussi qu'ils vont avoir du coup un rapport problématique avec l'espace. Je trouve que le personnage de Luke est probablement d'ailleurs peut-être l'un des moins intéressants de la série, il faut quand même le dire. Je veux dire, son arc narratif est pas le plus fin. La saison 2 rattrape un peu. Mais enfin bon, dont on a parlé. il me semble pas que c'est le plus attachant ni le mieux. Elle a pas le beau rôle, ça c'est sûr. Voilà. Notamment d'ailleurs parce que c'est la voix off un peu omnisciente. Elle a ce côté, elle sait un peu tout ce qui se passe et ce qui la détache un peu du côté terre à terre de son. Je suis d'accord parce que, en fait, ce recul que construit sa voix off ne met pas en valeur ce qu'il y a de plus puissant chez le personnage, à savoir qu'elle c'est une figure comique qui peut vraiment apporter une espèce de vent de fraîcheur et d'énergie dans les épisodes. Et à la fois donc par le détachement et par l'ironie dont elle peut faire preuve dans ses prises de parole, mais aussi par la gestion de son corps, puisque c'est littéralement un personnage qui est amorphe et qui ne peut gagner en énergie qu'en prenant de la drogue. Sauf que la prise de drogue lui fait perdre la maîtrise de sa motricité. Et il est dit notamment, je crois que c'est dans les tout premiers épisodes de la saison 1, qu'elle peut pas boire et faire du vélo, parce que dès qu'elle fait du vélo et qu'elle boit, elle se prend des murs, elle tombe par terre, et il y a un montage assez amusant où elle se confronte à l'espace. On parlait de l'épisode 5 justement de la course-poursuite de Rue, bon c'est un épisode tragique, mais c'est aussi un épisode burlesque. Il y a du elle arrête pas de sauter, c'est un peu keatonien dans la manière dont elle saute les murs, elle va se cacher dans un pot, il y a un chien qui la suit, enfin c'est complètement rocambolesque comme trajectoire. Oui, et même la péripétie finale où elle se retrouve coincée chez cette dealeuse où elle doit s'échapper avec un mec à poil qui rôde et tout ça. Enfin là on rentre vraiment c'est l'épisode à la fois le plus tragique et en même temps le plus comique, justement parce que c'est un personnage qui a un corps qui ne fonctionne pas normalement du fait de la drogue et du manque dans cet épisode-là. Mais en tout cas, je suis d'accord sur ce que tu disais, que la série était plus convaincante, d'ailleurs tu l'avais dit Mara aussi, la série était convaincante quand elle organisait un espace assez cadré, qu'il fallait peut-être que cette espèce de générosité, mais en phase aussi de Levinson, pouvait être canalisée selon certaines situations. Et j'ai vu donc le film qu'il a réalisé je crois en 2015, qui s'appelle Assassination Nation, et qui commence comme Euphoria, qui finit comme The Purge. Donc bon, ça n'a pas grand chose à voir a priori, mais on avait ce même problème, puisque ça parlait exactement un peu de la même chose que le père de Nate, c'est-à-dire la circulation d'une vidéo compromettante. Et donc la caméra va, en passant d'un personnage à un autre, retranscrire la trajectoire un petit peu du fichier, et donc parler de la circulation. On a parlé de réseau dans le dernier Atari, j'y renvoie, mais il y a une forme de circulation. Et en même temps, à la fin, la série essaie de se cadrer, notamment sur une séquence d'assaut dans une maison pour montrer les images qui ressemblent au début d'Halloween. Et donc on sent que Levinson a ses références, il cite De Palma, il cite Carpenter, etc. Et donc quand ça commence à tourner autour d'une seule maison, par exemple, typiquement c'est le début de la saison 1, le premier épisode, on sent que c'est davantage... je trouve, moi j'accepte plus facilement ce genre d'opération un petit peu formaliste quand au moins on peut cartographier les lieux, on nous montre un antagoniste qui se positionne dans un coin de la porte, etc. Derrière, qu'est-ce qu'il y a, enfin voilà, c'est des choses qui sont un petit peu plus resserrées, qui sont plus l'ordre pour le coup, là, c'est une forme moins sérielle, disons, mais voilà, c'est peut-être... C'est lié au fait que, du coup, effectivement, c'est assez réussi quand il arrive à cartographier des lieux, et un peu moins quand il ne le fait pas, mais c'est aussi dû au fait que la géographie d'Euphoria est abstraite. Ça se passe dans une ville qui n'existe pas vraiment. On peut imaginer que c'est à peu près en Californie, je crois que c'est là où c'est tourné. Je crois que c'est même pas dit en plus. C'est pas dit, le nom de la ville. La ville s'appelle East Islands, mais c'est pas précisé dans la localité. Pas du tout où c'est. On sait pas du tout où c'est. On les voit faire du vélo, mais on n'a aucune idée de où se situe le lycée. C'est d'ailleurs assez amusant que pour une série adolescente, où les personnages sont au lycée, on est vraiment très rarement au lycée, ou si on y est, on est seulement dans les couloirs du lycée, et je crois presque jamais dans les salles de classe, ou alors quand on y est, c'est dans les visions fantasmées de Zendaya qui donne un cours sur les dick pics. Exactement, voilà. Mais donc ouais, je pense que ce pas de côté par rapport au réel, de pas nous donner un ancrage géographique,
fait que ça nous perd un peu dans... Disons qu'il est manifeste que la série oppose clairement une topographie réelle qui serait pas du tout arpentée par la caméra et par les personnages à une topographie fantasmée. C'est-à-dire en fait le film que se font les personnages de leur propre vie. Et ça c'est vraiment explicité à la fin de la saison 1, dans l'épisode où Lou fait une phase de basse en fait, parce qu'elle est bipolaire vraisemblablement dans la série, et où elle s'imagine en enquêteuse, en train de chercher les preuves qui prouvent que Nate a fait du chantage envers Jules. On en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que vu que la série est en vase clos et montre une génération qui est dans son fœtus, qui reste dans son cocon et qui essaie de gérer avec ses propres problèmes et pas avec ceux du monde, la mise en scène elle-même gagne à elle aussi être un petit peu en circuit fermé et être un peu refermée sur elle-même, et dans ce cas on peut travailler plus précisément ce qu'il y a à l'intérieur. Ça rencontre pas mal de choses sur à la fois la mer, donc quelque part certains épisodes sont très adaptés pour raconter ça, parce que l'épisode de la fête foraine notamment, il raconte vraiment une circulation, il n'y a rien autour. Derrière ce sont des terrains vagues et on n'arrête pas de tourner, donc vous avez ce carrousel au centre qui représente bien ce que ça fait que de tourner en rond, quoi, en fait. Et d'autant que les personnages eux-mêmes, moi j'attendais un petit peu la saison 2, peut-être qu'il y allait avoir d'autres problèmes qui allaient arriver. En fait c'est exactement les mêmes quasiment problèmes que le début, les mêmes types de problèmes, ça ne concerne pas exactement les mêmes personnages, ça évolue un peu, mais disons que les personnages ne progressent pas en fait. Ça c'est assez étonnant pour une série. Alors on n'a que 2 saisons, donc il y avait d'autres séries qui jouent justement sur un espèce de contrepoint de progression sérielle, mais celle-ci là particulièrement, à la fin de la saison 2, on n'est pas plus avancé qu'au début de la saison 1. C'est ça que je veux dire. Il me semble qu'il y a des progressions quand même de personnages, ou du moins un traitement un peu différent apporté à certains personnages. Donc on a parlé un peu de Nate qui était un peu grotesque dans sa méchanceté jusqu'au boutiste dans la saison 1. J'ai l'impression que là ils essayent un peu plus de légitimer psychologiquement sa méchanceté et de le rendre presque parfois un peu touchant, je pense, au moment où il discute avec sa mère notamment. Mais pour moi en fait la série dans la saison 2 en fait s'intéresse à d'autres personnages. J'ai l'impression... Notamment le personnage de c'est Lexi, c'est ça Lexi a pour moi la progression la plus intéressante, et peut-être un peu problématique aussi. Mais dans la saison 1, ce qui m'amusait avec Lexi, je me rattachais pas mal à ce personnage parce que c'était pour moi en fait le seul personnage un peu classique de teen movie, savoir la bonne élève timide qui arrive pas très bien à s'intégrer dans son groupe. Parce qu'elle a pas d'envers trash que pourrait travailler la série. D'autant que j'ai l'impression que c'est un personnage d'observatrice, pour le coup spectatrice, et donc du coup nous c'est un peu notre relais face à d'autres personnages qui ont une vie complètement rocambolesque, évidemment exacerbée par rapport à la réalité des choses. Mais disons qu'elle, c'est comme une sorte de relais. Et évidemment, je trouve ça, on va en parler, parce que là on arrive peut-être au terme du débat, mais la fin de la saison 2 suit, il me semble, pendant 2 épisodes entiers, suit la mise en scène d'une pièce par Lexi, qui est préparée au début de la saison 1, et en fait qui retrace les événements de la première saison. Ouais, c'est ça. Et donc on a un personnage qui passe du statut de spectateur à celui de metteuse en scène, de théâtre. Et donc les rôles s'inversent un peu, la narration change, ça passe donc de Zendaya, Rue, à Maud Apatow, Lexi. Lexi prend en charge le récit. On a une autre facette qui se dévoile, là je m'attendais pas trop, même si c'est préparé quand même, c'est un petit peu introduit. Toute la 2e saison, on nous raconte qu'il va y avoir une pièce de théâtre qui va se jouer, qu'elle est en train de faire un casting, etc., qu'elle est en train de prendre des notes surtout sur tout ce qui se passe. Tous les petits drames qui sont en train de se jouer pendant la saison 2, elle est en train de prendre des notes et tout va rejaillir. Encore une fois, on revient à cette idée de on contient quelque chose, on ne le dit pas à personne, et puis d'un coup tout rejaillit avec une violence terrible. Et les 2 derniers épisodes j'ai l'impression que ça tourne en dérision tout ce qui s'est passé dans la première saison et qu'on aurait pu, nous, en tant que spectateurs, prendre au sérieux. Voilà. Des choses qui sont assez terribles, et en même temps une forme de détresse aussi des personnages qui est moquée. Alors on pourrait trouver ça pas très réglo quoi, de faire ça, et d'ailleurs les personnages le prennent comme ça. Mais j'ai l'impression que la série prend aussi conscience à la fois de son caractère un petit peu, comme on disait, burlesque, grotesque, un petit peu outrancier. Elle se tend un miroir à elle-même, quoi. On boucle la boucle de personnages qui se regardent tout le temps dans le miroir, ils se prennent en photo, ils racontent leur propre histoire. La série à la fin fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle se met en scène elle-même, elle porte un masque aussi, qui est un peu différent, ou elle l'enlève, je sais pas, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Non mais j'ai l'impression en fait que la pièce de Lexi permet aux personnages, surtout secondaires, qui sont dans la salle, de eux faire le point avec ce qu'ils ont vécu et ce qui est représenté dans la pièce. Mais du coup il y a un peu un double mouvement qui est que Levinson du coup produit ces frictions pour permettre un peu
de mettre un point final à cette saison 2, et en même temps raconte par là l'évolution de ce personnage secondaire laissé un peu sur le côté. Et d'ailleurs tu as précisé que Lexi est incarnée par Maud Apatow. Moi ça m'amusait parce que c'était un peu dans la saison 1 le seul personnage apatoyen de la série, au sens où voilà, ça aurait pu être un personnage qu'on aurait retrouvé dans Freaks and Geeks, la série de lycée qui avait... C'est un peu l'héritière d'une comédie qui a voilà, un petit peu de la décennie d'avant, quoi. Mais du coup, avec cette promesse de la pièce de théâtre qui est annoncée très vite, je crois, dans la saison 2, Lexi commence à dire qu'elle commence qu'elle écrit... Mais je pensais pas que ça allait prendre 2 épisodes, c'était un espèce de grand moment de bravoure, de démonstration. Moi, je me suis assez dit, ah super, ça va être... Ouais, je m'étais dit peut-être le dernier épisode, on va voir la pièce de Lexi. Et ce qui est intéressant, c'est que Sam Levinson montre Lexi s'affirmer par la pièce de théâtre et ne plus devenir spectatrice, c'est ce qu'on disait. Et comment il la montre en tant que metteuse en scène, assez cruelle avec ses collaborateurs et collaboratrices. Elle ne ménage pas ses acteurs, etc. Elle est vraiment très dure, et il montre ça avec une certaine jouissance, comme une dynamique d'empowerment un peu. Lexi s'empare un peu. S'accomplit quoi, quelque part. S'accomplit par quelque chose que je trouve un peu cliché, qui est que pour Levinson, on a l'impression que si Lexi devient artiste, forcément elle doit le faire en étant un peu méchante, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'art. Et pour moi, il y a un peu Lexi sert un peu de relais à Levinson réalisateur, avec j'imagine un peu de distance ironique et d'autodérision, bien sûr. D'autant que Levinson est déjà coutumier du fait, puisqu'il a réalisé Malcolm and Mary pour Netflix, qui était déjà une mise en abîme d'un travail de réalisateur, qui faisait preuve d'une forme de cruauté envers lui-même dans la représentation qu'il se donnait de son propre personnage. Ce que fait Lexi sur scène revient au fond au système d'Euphoria en général, c'est-à-dire que c'est que des espèces de scénettes assemblées par une voix off omnisciente, on passe d'un décor à l'autre. Et surtout relié par des mouvements de caméra un petit peu acrobatiques qui viennent suggérer à la fois une porosité et une grande différence de tonalité. Enfin voilà, on est toujours dans ces petits paradoxes, ces petits glissements comme ça dans les 2 derniers épisodes. Parce que dans la pièce de théâtre, on n'a pas précisé, il y a aussi des scènes, des flashbacks qui sont intégrés dedans. Et donc les 2 choses sont un peu confondues. Et oui, j'ai l'impression que toute cette... Ces 2 derniers épisodes, c'est vraiment ça représente bien un petit peu, et là je te rejoins là-dessus, ça représente bien tout ce que fait la série, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois le portrait d'une génération et son procès quelque part aussi, et en même temps c'est aussi une démonstration de force. À un moment, il faut le dire, c'est qu'on ne remarque l'objet de la série, c'est autant les personnages que l'image elle-même, quoi, et que ce qu'on va nous montrer, qui est une image très très clinquante. Je vais pas dire instagrammable, mais qui en tout cas a tous les attraits d'une image attractive, voilà, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de contrastes, une lumière un peu shadée comme ça, un petit peu un petit peu tamisée, enfin voilà, il y a tout ça. Et j'ai l'impression... J'allais dire, c'est ce qui est un peu décevant pour moi, c'est-à-dire qu'il affronte cet espace de la pièce de théâtre qui est donc promis pendant toute la saison 2, de la même manière que la série en général. C'est-à-dire que c'est à la fois pour la pièce même de Lexi et pour lui, ça lui permet d'intervertir différentes scènes, de pouvoir rejoindre sur de la musique différentes trajectoires de personnages, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que cette pièce soit traitée totalement différemment, et ce qui est un peu l'enjeu d'une manière générale du théâtre montré au cinéma, à savoir si on invente une pièce de théâtre ou d'un autre art, mais prenons l'exemple du théâtre, si on invente une pièce de théâtre pour un film, est-ce que le moment où on la montrera, on pourra croire en tant que spectateur que cette pièce a un intérêt en dehors du film. Et malheureusement, c'est pas le cas, et malheureusement, c'est pas le cas, surtout parce qu'on n'y croit pas tellement à ce que cette pièce peut durer 2 heures ou 1h30 et tenir l'intérêt tout du long quand on voit que c'est que des espèces d'assemblage de micro-scénettes. Surtout les moyens déployés pour faire cette pièce sont complètement aberrants. C'est plutôt une blague de la série, mais c'est vrai qu'en fait Lexi fait au fond tout ce qu'il ne faut pas faire au théâtre, à savoir, comme on l'a dit, voilà, des scénettes, faire plutôt du cinéma quoi, dans le théâtre. Mais Levinson a l'air de vouloir qu'on trouve ça génial. En tout cas, tous les personnages ont l'air à part ceux qui sont énervés par le contenu de la pièce, ont l'air de trouver la pièce de Lexi géniale et de la féliciter ensuite, etc. Et c'est marrant parce que ça m'a fait penser à Rushmore de Wes Anderson,
où il y a aussi, ça se passe au lycée aussi, et le personnage de Max Fisher, donc incarné par Jason Schwartzman, mais aussi une pièce de lycée qui déploie aussi des moyens absurdes. Ça se déroule pendant la guerre du Vietnam. Exactement, c'est une sorte de parodie d'Apocalypse Now sur scène. Donc, encore une fois, tout ce qu'il ne faut pas faire au théâtre avec des armes qui tirent, etc. Mais c'est montré par Wes Anderson avec une certaine distance amusée, justement sur le fait que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire au théâtre. Et il trouve une beauté dans ce paradoxe, alors que Sam Levinson a pas l'air trop d'être certain de ce qu'on doit penser de cette pièce, ou de lui-même être un peu trop obnubilé par le fait que Lexi le représente à ce moment-là. Disons qu'il y a une chose intéressante, c'est que Anderson théâtralise sa mise en scène de manière générale, de toute façon à partir de Rushmore, parce qu'il commence à employer des plans fixes avec de la composition d'espace qui ressemble à du théâtre. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'ouverture de Famille Tenenbaum qui commence sur un rideau de théâtre. Levinson, en fait, ferait presque le geste inverse. Au fond, sa mise en scène est théâtrale, étant donné qu'il n'est bon que lorsqu'il enferme ses personnages dans un espace clos et qu'ils interagissent entre eux, mais il va masquer cette théâtralité avec des coups de force, des effets, et une forme de virtuosité qui fait mouche parfois, mais tourne souvent à vide. Et je pense effectivement que le choix de terminer la saison 2 par une pièce de théâtre qui est au fond révélatrice de toutes les tares de la série est peut-être même pas un geste conscient de la part de Levinson. Il révèle au fond les limites de son écriture naïvement en allant vers la forme qui au fond sous-tend tout ce qu'on a vu pendant 2 saisons. Et pour moi, peut-être pour conclure, pour moi c'est symptomatique qu'aussi la série se conclue à la fin de la pièce, disons, et qu'il n'y a pas trop l'après, et qu'on sent qu'on va avoir une ellipse. La saison 3 a été confirmée, comme dans la saison 1, il y aura une ellipse importante. C'est quelque part comme si on ne pouvait pas sortir de ce cocon, quoi. Il n'y a pas vraiment de réaction à ce cocon. On a construit un petit espace, une espèce de bulle où on se recite soi-même, quoi. La fin de la saison 2 rejoue la saison 1 en plus rapide. Mais vous avez cité Wes Anderson, je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais c'est aussi le sentiment que j'ai pu avoir devant son dernier film, c'est que voilà, tout ça a été un peu fermé, et la fin d'Euphoria me paraît un petit peu... à la fois, je trouve que c'est une forme de synthèse en fait, de toute la série, et donc moi je suis plutôt client en général de cette série, mais du coup j'accepte en fait ce geste-là, parce que le contrat est assez clair depuis le début, donc à la limite je suis plus ouvert à ce type de démonstration, et en même temps je me demande ce qu'il peut y avoir après. C'est-à-dire qu'on a dit que la série est en sur-régime, et comme les personnages, j'ai l'impression qu'elle ne peut que tourner en rond. Elle se destine à tourner en rond, et peut-être... Alors, à ceci près qu'effectivement, il y a quand même des tentatives d'ouverture vers l'extérieur dans la deuxième saison autour du personnage de Fesco. Oui, donc le personnage du dealer, mais qui sont révélateurs de la limite de la série, puisque c'est de loin, et je pense unanimement considéré comme les passages les plus faibles. Précisément parce qu'au fond, et il faut revenir à des choses de mise en scène fort simples, Levinson ne sait pas filmer l'extérieur, il ne sait pas vraiment filmer un espace. D'ailleurs, mais même quand il filme le dealer, il reste dans sa maison en fait. Voilà. Et la dernière scène où on voit le dealer, on se retranche dans une salle de bain, on se met dans la baignoire, on prend une arme et on tire dehors, mais on ne veut pas voir l'extérieur. Et donc l'arrivée de la police, par exemple, parce que c'est un peu sur ça que se termine en parallèle de la pièce de théâtre, l'arrivée de la police est pas du tout contextualisée, on apprend vaguement qu'il y a eu un informateur, etc., qu'il y a eu une écoute, mais disons qu'il n'y a pas de dialogue possible avec l'extérieur. La police ne peut qu'entrer, défoncer la porte et tirer sur tout le monde. Ça ne peut que se finir comme ça. Donc je me demande ce que la série peut bien faire d'autre que ça, en fait, à un moment. On n'a pas parlé tellement jusqu'ici de ces histoires un peu criminelles dans la série, mais aussi précisément parce que c'est ce qui a un peu de moins convaincant, et là j'ai un peu l'impression que dans la deuxième saison, ils ont un peu poussé les curseurs effectivement des histoires de deal avec ce nouveau personnage de la dealeuse quarantenaire un peu badass, mais qui aussi comme les autres, comme les adolescents de la série, est très mutique. J'ai l'impression que et Zendaya va avoir une dette envers elle. J'ai l'impression que la série s'enferme un peu dans ces trajectoires un peu irréelles à la Breaking Bad, alors que c'est pas vraiment son sujet. Et bon, je sais pas, je pense que la saison 3 pourra coopérer un pas de côté par rapport à ces trajectoires-là. Enfin bon. Voilà, il est temps que la série s'ouvre au monde, pourrait-on dire. Si elle y arrive, voilà. Je pense qu'on a une conclusion. Écoutez, merci Corentin, merci Marin, et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Donc on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode d'Atari. Et puis si vous voulez soutenir le travail de la rédaction, je vous invite à venir sur notre Tipeee. Merci à tous, au revoir.